messieurs, dames. Bonjour. Je vous présente Rémi. Bonjour Rémi. Que nous avons choisi pour discuter tranquillement de la façon de créer un jeu, les idées, pourquoi, comment. On est tous persuadés d'avoir une super idée révolutionnaire, mais finalement on s'aperçoit que le jeu existe déjà dans un autre pays, etc. Donc il faut avoir une énorme culture ludique pour faire un jeu intéressant. Ma femme, elle adore le jeu que j'ai fait, mais finalement peut-être que c'est pas la priorité de la Terre, etc. On a tout plein de paramètres à voir déjà sur l'idée. Et ensuite, une fois qu'on a un jeu révolutionnaire, les droits d'auteur, comment conserver les trucs, à qui présenter le jeu, est-ce qu'il faut faire appel à un illustrateur, comment on le paye, quel bénéfice on peut retirer de tout ça, etc. On trouvait que c'était vraiment intéressant d'en parler tous ensemble, et que le festival, c'est aussi le festival du jeu et de la création, et donc on est vraiment intéressé par ce thème. Et donc je laisse vous enchaîner. Non, je trouve que tu fais un super animateur en fait. Merci. C'est vrai qu'il est droit, efficace, simple. En fait, moi j'ai été visité parce que normalement il y a d'autres auteurs qui arrivent et il y en a qui se cachent là-bas. Ah, c'est Au départ, on m'a dit voilà, on va faire une petite conférence. Et puis, moi, de ma maigre expérience, je me voyais mal animer comme ça, en frontal. C'est pour ça que j'ai proposé une table ronde avec la possibilité d'avoir plusieurs regards croisés d'auteurs confirmés et donc édités, et puis auteurs en devenir. Parce que voilà, vous allez tous aussi raconter votre expérience. J'imagine que certains d'entre vous ont déjà essayé de franchir le cap d'être édité, d'avoir une création aboutie et présentée aux éditeurs. Voilà, donc l'objectif, comme tu l'as dit, Sébastien, l'objectif c'est la table ronde, là, c'est voilà, croiser nos expériences et voilà, en discuter. Donc, et c'est bien, on a la chance d'être tous ensemble. Qu'on se présente, qu'on sache exactement, mais voilà, comme ça on sait qui est là, on est tous ensemble, c'est plus dans la dynamique d'échange. Pilote veut du café, justement. il y en a des prêts au milieu. Si on fait juste un super, et vous dites genre, comment vous appelez et ce qui vous intéresse, c'est super court, hein, juste 2-3 mots, votre prénom et voilà. Genre je voudrais être auteur ou je suis un joueur passionné. Ça va trancher parce qu'il est fait comme ça. Ça marche. Ok, simplement. Donc, oui. Moi, Mathieu, on fait les trois ensemble, c'est qu'on est venus ensemble, on est tous les trois élèves dans l'école d'ingénieur. On s'est rencontrés là, on est tous des joueurs passionnés à la base, et on s'est dit du coup qu'on essaierait de créer un jeu de société ensemble. Donc on n'a pas d'expérience pour l'instant de création, c'est le premier jeu qu'on essaie de créer, on travaille dessus depuis le mois avec octobre. On a un prototype qu'on teste pour l'instant en famille, entre amis, on est en train de modifier pas mal, c'est d'avoir quelque chose de stable, mais on n'est pas encore cherché à contacter le public ou des éditeurs. Moi je m'appelle Louis, j'aime beaucoup les jeux de plateau et j'ai eu l'idée de jeu un jour et j'aimerais bien voir, j'ai du mal en fait à avoir des idées quand je peux me projeter de ce que ça va donner après. Donc là c'est pour ça que je suis venu ici pour voir un peu comment ça fonctionne après, une fois qu'on a bien l'idée en tête et qu'on a bien avancé. Jean, je suis sponsor. Je supporte. le coach. Non, du tout, justement pas coach, parce que moi je suis. Ouais, j'atteins la cinquantaine bientôt, je suis un ancien joueur de plateau. Et voilà, je l'aide par rapport. Enfin, je l'aide, je le supporte surtout. Je le pousse à le faire par rapport aux jeux vidéo qui nous encombrent un peu voilà, les esprits et les jeunes. Et voilà. C'est tout. Moi c'est Boris, je suis un joueur passionné. En fait, le truc c'est que pendant une période de ma vie, l'année dernière, en fait, j'ai eu pas mal d'idées de création de jeux, donc j'ai plusieurs photos qui sont dans des cartons bien rangés, avec pas mal de prototypes bien aboutis, on va dire. Et en gros, moi j'aimerais bien savoir comment on passe de prototype à un truc prototype plus sérieux, et puis éventuellement après, comment on passe à l'étape édition. Cool. Bon, je suis comme Thibaut Chaman sur Ludovox. Voilà. J'ai aussi j'ai un Excel avec 17 idées de jeux débiles qui m'intéresseront probablement jamais.
Juste, ça semble peut-être évident à la majorité, mais Ludovox, c'est quoi? C'est un site d'actu ludique. Ok. Est-ce que c'est trop concis? Non. D'ailleurs, voilà, c'est nous qui enregistrons là, avec la caméra et le zoom. Et comme ça s'envoie sur la chaîne YouTube et sur le site. La série de tout ce qui est sur le Georges, je dois être un peu dans le même cas de Boris, c'est-à-dire que moi aussi j'ai des prototypes qui sont pas mal aboutis. J'aimerais passer à l'étape suivante et j'aimerais justement savoir comment ça se passe. Donc moi c'est Quentin, je suis game designer de formation et outre les jeux vidéo où on me demande de faire un peu tout et n'importe quoi, j'essaye de faire mes propres projets et notamment en jeu de cartes et en jeu de plateau sur le côté. Moi je suis venu surtout pour entendre un peu les expériences de chacun et savoir en retirer des choses et regrouper avec ce que j'ai déjà entendu par d'autres personnes. Bonjour, alors moi c'est Arnaud. Un peu comme les deux collègues ici, je suis passionné de jeu depuis aussi longtemps que je me souvienne et j'ai un certain nombre de protos dans les cartons et pareil. C'est plutôt les amis et la famille qui me disent tu devrais te lancer parce que j'ai toujours fait ça plutôt pour s'amuser, parce que j'aime bien être créatif, mais après j'ai jamais été plus loin que ça. Mais peut-être franchir le pas et voir comment ça se passe. Moi c'est Antoine, j'ai pareil un certain nombre d'idées et après quelques protos plus avancés, dont 2 plus testés. Là maintenant je suis dans l'étape où j'aimerais bien comprendre comment m'intégrer un peu dans la communauté de la création de jeux. Ça a l'air utile pour ensuite voir son jeu édité. Je suis venu ici pour essayer de rencontrer des éditeurs. Visiblement c'est difficile. Il faut prendre rendez-vous, des trucs comme ça. Enfin, il me manque encore des techniques pour contacter les éditeurs. Voilà, donc. C'est Laura, je suis pas créatrice, je suis joueuse plus, je l'accompagne pas. Et je me sens ultra testrice. Non, je teste. Oui, elle teste beaucoup. Elle présente au festival aussi. On a fait le flip par exemple, on a présenté le flip. C'est bien d'être à deux comme ça pour la création. Je pense à Marie et à Wilfried, une expérience. Ils sont ensemble dans la vie et c'est pour c'est vrai, je suis pas. C'est trop tard. J'ai mis de la langage. Non, c'était juste un peu par hasard. 2-3 idées, mais je sais même pas. Je suis venu vraiment à la curiosité. Voilà. Et moi c'est Olivier, je suis son frère, donc je l'ai accompagné. On est venu écouter cette discussion très intéressante. Moi c'est Marie Fort, donc on est binôme, on crée ensemble, donc ça fait quelques années déjà. D'ailleurs. 5e Ludinor, donc on a pas mal de jeux qui sont sortis en France et à l'étranger et qui vont arriver aussi prochainement. On en discutera. Jim, super d'être ici, vraiment entre créateurs. C'est incroyable, c'est bien qu'on soit présenté parce qu'on se rend compte que voilà, on est tous dans la même aventure de création. Quelques-uns d'entre nous ont déjà des jeux édités, d'autres ont déjà des protos qui sont fabriqués, pour d'autres c'est juste des idées, déjà des idées, et notamment extra. Et voilà, dans la conversation, on aura l'occasion d'échanger sur les aventures, parce que c'est chaque fois des aventures. Et moi aussi, je suis vraiment bien accompagné. J'ai 2 amis de toujours, Cyril et Eti, qui vont se présenter eux-mêmes, mais juste pour vous dire. C'est un peu, hein, et voilà, juste aussi, c'est comme vous l'avez partagé, on est des potes, et puis il y a des choses qui se passent, on va en parler ensemble, comment les idées deviennent des protos, comment les protos deviennent des jeux édités, et pour moi en tout cas c'est une histoire de rencontre, d'amitié, d'aventure humaine. Voilà pour le teaser.
Donc Cyril Blondel, donc moi je suis auteur, petit éditeur maintenant, voilà, notre palier, on pourra parler si ça vous intéresse, et en partie aussi représentant un distributeur. Je commence à découvrir en plusieurs années du tout de la création à la boutique, différentes étapes. C'est tout. Ça paraît court. Après 20 fois qu'on a eu, tout paraît court, mais c'est ça. Donc moi c'est Marc, j'ai un jeu qui a été édité chez BlackRock lors du dernier set, Provis. Et puis depuis je me suis un peu pris au jeu, j'ai quelques prototypes également sur lesquels je travaille actuellement. Voilà. Thibaut, auteur d'un tout dernier jeu, la Piratoons, qui vient de sortir, et puis avant ça, éditeur, distributeur. Bon, bah, moi, je suis binôme de j'ai le même t-shirt. J'ai aussi un jeu qui est sorti chez Blackrock. Comme tout le monde chez c'est ça. Et publie tout ce qui passe. C'est ça. Quoi? Il assume pas. Ah non, non, moi j'ai pas de cravate. Mais non, mais Jim, t'es super bon en fait en animateur. Non, mais ça, mais juste, voilà, il y a quelques questions qui ont été posées par rapport à voilà, comment on. Moi j'en étais au festival. Voilà. Sur les festivals, on se rencontre auteurs, éditeurs. Ça c'est après le côté création. On pourra revenir sur comment on bidouille nos protos et comment on va les tester. Là, moi j'étais arrivé sur le festival. Donc dans la chronologie en termes d'années, voilà, j'ai commencé l'intro parce qu'il y a moi sur Panazol, on a Cannes. Cannes, c'est la rencontre en fait avec des éditeurs et tu peux prendre des rendez-vous. Facebook fonctionne bien pour ça. Et tu as Trick Track, tu peux envoyer des mails très facilement. Les éditeurs te répondent après avec des délais plus ou moins importants. Mais en général, ils sont ouverts au rendez-vous avec des auteurs dont ils n'ont jamais entendu parler. Ouais. Ah ouais. C'est notre boulot aussi. Ah ouais, franchement, c'est leur boulot. Ouais. Et t'hésites pas. Juste pour nuancer, oui et non. Allez, tu peux juste monter quand tu interviens. Parce que bon, faut pas non plus. Voilà, enfin, oui, les éditeurs sont assez ouverts et il y a certains festivals qui sont meilleurs que d'autres, etc. Mais il ne faut pas non plus croire que c'est super facile, il suffit de m'envoyer un message Facebook et on a son rendez-vous, c'est pas le cas. Très souvent, c'est plus une affaire de rencontre, même si le rendez-vous peut pas se faire. Ah bon, désolé, notre planning est déjà booké complètement. Ah, mais attendez, c'est dans 2 semaines, c'est dans 2 mois ou 2 semaines. Donc ça va se passer dans des petits festivals ou sur des offs. Et donc c'est bien d'avoir son proto, d'en parler aussi un peu ce qu'on fait maintenant. Voilà. On se parle, on parle d'autres gens, d'autres joueurs, d'autres créateurs. Et puis, moi par exemple, j'ai rencontré d'abord, je vous dis en blague, j'ai rencontré 2 amis, Cyril, qui sont devenus des co-auteurs, et puis maintenant ils sont tous les 2 éditeurs. Et on a fait des gens ensemble. Enfin, voilà, je crois qu'il faut vivre sa passion, c'est ce que vous faites, tous les gens qui sont ici, on partage ça. Et puis de proche en proche, de rencontre en rencontre, ces passions partagées, ça se termine en jeux qui sont édités. Donc c'est bien d'être méthodique, prendre le rendez-vous, aller présenter ces choses, et peut-être qu'il y a des jeux édités qui vont émerger de cette approche-là. Mais ça va aussi émerger de simplement vivre sa vie de créateur. Et donc être présent sur les festivals, avoir des échanges, on peut avoir des échanges extrêmement enrichissants aussi avec des joueurs, qui doivent nécessairement être éditeurs. Et donc ouais, ça je pense que c'est vraiment important de ne pas se focaliser uniquement sur le rendez-vous avec tel ou tel éditeur. Il y a quand même très peu de chances que ça se concrétise de cette manière-là, mais d'être ouvert à ça. Ouais. Parce que je rebondis sur ça. Non, excusez-moi, c'était juste C'était moi, c'est pas grave, je suis derrière. On s'est retrouvé avec 2 corps.
Non, de mon expérience personnelle extérieure, j'ai le sentiment que le bouche à oreille est super important. On en parle du réseau, mais je vois beaucoup d'auteurs qui tournent qu'on rencontre, tiens, tu peux parler de mon jeu quand ils nous croient, mais aussi devant des éditeurs et tout ça, ça vous intéresse mon jeu, et il y en a toute la journée, et il y en a par mail, il y en a par téléphone, et j'ai l'impression que par contre, le fait de le montrer pour le jouer, par exemple au Off de Cannes, qui est assez privilégié, même si c'est parfois un peu difficile de trouver une table, c'est super important parce que quand je vois des regroupements qui se font autour de jeux absolument pas connus au milieu du Off, et après je croise Biclette, Micha ou d'autres gens qui me disent « Ah, t'as vu le jeu là-bas là ? Personne ne le connaît, mais ça a l'air super bien. » On a vu, nous, des trucs sur le Off. Là, il y avait un jeu, Wolfenstein, des deux petits qui faisaient le truc. Mais on a fait une vidéo dessus parce que c'était cool, ça parlait à notre réalisateur qui vient du monde du jeu vidéo. En fait, ça a pris des vues pas possibles, tout le monde a regardé. Et il y a des gens qui s'en sont intéressés, qui nous ont contactés pour savoir si on avait leur contact à eux, des éditeurs. Et les montrer. Et avoir des gens qui en parlent, si on a du bol tomber sur des blogueurs sur le monde ludique un peu partout, des gens qui connaissent des éditeurs aussi. Ça fait marcher le réseau et le bouche à oreille, c'est super important. Mais je pense qu'il faut les faire jouer. Alors moi je vois aussi des fois, je reçois des règles, on me dit tu peux me donner mon avis, quand je reçois un truc en A4 blanc sur noir, c'est dur. Non, je voulais savoir. Non, je voulais savoir si c'est du coup ça que vous conseillez comme première étape, à savoir le festival, plus qu'une autre. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut privilégier en premier temps. D'accord. Au niveau des festivals, il y a aussi la rencontre avec les éditeurs. Nous, en tant que, par exemple, pour Ludinor, on a toujours voulu mettre la création en avant, plus pour la rencontre entre les créateurs et le public. C'est vraiment le truc sur lequel on a accès. Enfin, après, nous, ça se fait des côtés, les rencontres avec les éditeurs, mais c'est en premier lieu les créateurs avec le public. En fait, moi, si j'ai vraiment bien un vécu, c'est que je pense que si on va vers un éditeur, il faut aussi peut-être savoir le potentiel de son jeu avant. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens aujourd'hui, maintenant en tant qu'éditeur, je vois aussi de l'autre côté, on reçoit énormément de trucs sur lesquels on se dit, si la personne avait passé 3 mois à peut-être le montrer aux gens ou vivre, de faire cohabiter avec des choses, ils se rendraient compte que c'est pas abouti ou que ça ressemble à tel truc. Voilà. Et donc en tant qu'auteur, déjà, il y a un premier travail, c'est en fait jauger potentiellement de l'édition de son jeu. Alors je sais bien que l'éditeur peut le faire, mais en fonction de qui vous allez vous adresser. Mais en tant qu'auteur, le premier travail, c'est déjà se taper, je sais pas, le site de François Hafner, qui est le plus grand collectionneur de jeux, pour voir si mon idée, elle n'existe pas déjà. Se demander ce que éventuellement mon jeu a d'originaire, etc. Et après cibler les éditeurs. C'est-à-dire quand il y a tout vent, je pense que c'est pas un truc. Et après faire les concours. Parce que les concours, ici à Ludinor par exemple, je fais partie du jury, mais quand vous recevez 50 protos et que vous êtes dans les 15 qui restent, vous pouvez vous dire déjà il a été passé au crible d'un certain nombre de joueurs, plus ou moins aguerris, ou des éditeurs, etc. Et donc il y a déjà un pré-filtre qui est fait, qui fait que effectivement sur le concours, quand les éditeurs vont passer, ils se disent potentiellement il y a déjà une sphère qui a fait un tri, entre guillemets, parce que ces jeux-là avaient quelque chose en plus. Donc on gagne, parce que évidemment les éditeurs aujourd'hui sont quand même pas mal sollicités et ils cherchent les formules où l'entonnoir se ferme un peu. Donc le concours de Boulogne, il y a 250 dossiers, à la fin il en reste 10. Quoi. Quand vous êtes dans les 10 potentiellement, voilà, 10 sur 250, vous pouvez vous dire que voilà, qu'il y a eu une sélection d'enfer. Et donc les éditeurs évidemment vont là-bas en se disant tout le travail qui consistait à faire le tri, il y a eu un jury, il y a eu des mois qui ont été passés, des clubs de testeurs, etc. Et donc forcément quand vous arrivez en finale de Boulogne, vous êtes sûr que les éditeurs ils vont s'intéresser à votre truc. Par contre évidemment c'est dur. Ouais, et c'est vrai que juste, c'est à noter, je remarque ici tous, on a tous gagné ou quasi gagné des concours.
Et moi, au début, je faisais pas mal de concours, ça s'est vraiment très bien passé. Et ça, c'est bien d'une certaine manière, mais aussi, ces concours, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens motivés. Et voilà, donc c'est bien de se mettre dans cette dynamique, de faire ce qu'on ferait normalement avec son jeu. On est intéressé, on a envie de le tester, on a envie de le faire découvrir, on a envie de le partager. Rencontrer d'autres créateurs, rencontrer le public, tout à fait dans l'esprit de ce que Gwen disait, c'est ça. Et la vie normale d'un auteur de jeu, ça va vous mettre en contact avec plein de gens qui sont aussi passionnés par ça. Et c'est comme ça que, de manière assez naturelle, les choses vont se développer. Et ouais, je voulais demander, d'un point de vue plus matériel, est-ce que du coup, pour les rencontres, pour faire jouer des gens, des clubs ou des choses comme ça, est-ce qu'il est nécessaire de produire plusieurs prototypes identiques? Et dans quelle mesure de finition? C'est-à-dire que moi, ça m'emmerde de dessiner, par exemple. Donc, je vais faire une réponse tout à fait perso, c'est-à-dire que c'est encore une fois, si tu fais connaissance avec le monde de l'édition, il y a des éditeurs qui aiment avoir le truc clé en main, qui veulent déjà avoir un proto très léché, etc. Et, voilà. Et d'autres qui se préfèrent avoir le truc le plus neutre, tu vois, pour se dire de toute façon, moi, le boulot de l'éditeur va être de jauger dans quel univers je vais le mettre, quelle tranche d'âge je vais viser, etc. Donc d'un éditeur à l'autre, il y en a qui adorent avoir du clé en main, il y en a qui adorent travailler les univers. Donc là, il y a un peu aussi de... Être auteur, il y a aussi un peu ça, c'est un peu profiler, de se dire aussi quand même, en fonction de qui je m'adresse, voilà. Maintenant, moi, je te dis, moi je sais pas dessiner tout non plus, les trucs, on est tous plus ou moins réussis, je sais pas, il y a beaucoup de photos avec ceux qui dessinent, voilà, si tu as la chance d'avoir une femme qui dessine, choisis bien, ça fait partie des critères. Mais il y a des gens qui ont gagné à Boulogne avec des feuilles en bristol avec écrit au stylo bic. C'est une idée forte, nous aussi en particulier, parce qu'on fait beaucoup de jeux enfants, et là le jeu enfant, t'as quand même... On a besoin d'apporter quelque chose pour le physique et ouais, visuel. que ça soit tout de suite... Mais moins de mécanique, ça tient beaucoup au positionnement du jeu. Je suis tout à fait d'accord, il y a quelques rares éditeurs qui ont cette capacité à se projeter, à avoir dans les quelques bouts de carton, ah ouais, ok, ça pourrait être... Ils sont très rares. C'est clairement un immense avantage pour ton jeu, aussi pour capturer l'attention, etc. Si la présentation est belle. Au final, comme vous le savez tous, parce que vous avez déjà joué à des jeux édités, l'univers graphique que propose le jeu, c'est le premier point de contact et c'est entre guillemets le plus important. Après, bien sûr, il faut que le jeu tienne le coup derrière. De la même manière, quand vous allez aller sur des festivals, si vous voulez attirer l'attention des joueurs, des éditeurs, il faut que la proposition graphique du jeu aussi soit à la hauteur. Voilà, c'est possible d'avoir un 3 petits bouts de carton tout pourri et que malgré tout quelqu'un repère l'idée géniale derrière. C'est juste beaucoup plus difficile. Et je voulais poursuivre sur cette idée, c'est-à-dire que vous avez dit que le graphisme arrive en premier. Là, ça me pose un problème dans le sens où, comme dans le jeu vidéo, le graphisme a pris une telle importance que des fois le système devient secondaire. Ah, nous, ça nous pose aussi un problème. On est entre potes, donc c'est un conseil d'amis. Donc, si tu veux maximiser les chances que ton jeu rencontre son public, rencontre son éditeur, il faut malheureusement en passer par... Après, de toute façon, la discussion sur thème ou mécanique, je suis sûr qu'on sait tous ici, il y a un enrichissement mutuel entre le thème et la mécanique. Le thème, ça passe aussi par l'univers graphique, le jeu, il passe aussi par l'ergonomie. Donc voilà, c'est pas comme s'il y avait un espèce de mécanisme pur qui après était plus loin. C'est une interaction entre tous les éléments d'un jeu. Il y a aussi la manière dont tu crées. Si tu crées en fonction d'un univers, tu te dis par exemple, je sais pas, tu veux faire un jeu sur la jungle, machin, si tes mécanismes naissent du thème, forcément, au bout d'un moment, ton but est de vendre ce thème aussi, parce que les mécanismes sont liés. Si par contre tu te retrouves sur un jeu plus à l'allemande où tu as une super méca et puis d'un seul coup tu décides de le mettre au Moyen-Âge parce que voilà, ça fait bien, j'ai envie de te dire, voilà, moi j'ai pas vraiment moi à la limite le truc avec 3 bouts de ficelle m'intéresse plus parce que je me dis voilà, ça t'oblige aussi à t'intéresser au potentiel du truc
plutôt que d'essayer de me faire des fois un peu comme ça sur de la poudre aux yeux parce qu'un gars est super infographiste et machin, et donc du coup et il y a aussi un autre truc, c'est que c'est des fois c'est à quel point l'auteur va s'accrocher à son univers, parce que l'éditeur a aussi pour but d'essayer de marier son jeu avec le marché, et s'il voit que l'auteur s'accroche à mort à ses dessins parce qu'il trouve que ses dessins sont super beaux, ça peut aussi se rédire de l'autre côté en disant mais c'est moi qui tiens la ligne éditoriale, c'est pas tes dessins qui rentrent chez moi, c'est moi qui décide de mettre les dessins. Après il y a évidemment des concertations, et si tu sens qu'il y a un auteur qui est un peu raide parce qu'il estime qu'il dessine comme un dieu et qu'il ne veut plus changer son truc. En fait, je suis jamais d'accord, c'est doublement, c'est de double peine. Non seulement ça sert énormément le jeu d'avoir un magnifique univers, d'avoir et en plus ça va pas tenir faut être prêt à lâcher. En même temps un super truc que tu es éventuellement prêt à lâcher. Après moi je pense qu'en termes de création on réfléchit sur des manques. Qu'est-ce qui manque dans le jeu? Ouais, c'est-à-dire que quand tu as une idée en tête, tu te dis, ah bah tiens, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été exploité. Pour ça, il faut une culture ludique démesurée, qui peut pas être assurée limite par une seule personne. Ce que disait Cyril, c'est au préalable, on est tous des joueurs, on a notre expérience de joueur, et donc on va emmagasiner pas mal de choses. Mais après, cette expérience-là, moi je parle perso, j'aime bien la casser et essayer d'oublier. Tout mon vécu de joueur et tout ça, et puis après, voir où il y a du manque. En termes de thème, en termes de mécanisme. Ce qu'on fait, c'est qu'on passe un bouquin. Quand tu as ton idée, tu te rapproches d'une boutique, et tu demandes est-ce que tu connais un truc qui Et du donner notre proto dans cette boutique. Et tu peux, de toute façon, tout ce que tu peux, partout, tous les endroits où tu veux tout faire. Tu parles de boutique, il y a aussi ludothèque. Il faut vraiment fonctionner avec mais par exemple, on laisse son proto et des gens l'emportent chez eux? Non, tu peux passer un samedi après, est-ce que je peux venir le faire tourner après les gens? Est-ce que vous avez une rencontre de professionnels? Tu peux leur laisser ou sur le forum des trick-tracks d'auteurs. Si on veut avoir un retour sur ce qu'on essaye de faire, il vaut mieux l'accompagner et être là, d'autant plus si on n'a pas la capacité à mais je connais pas bien les ludothèques, alors je savais pas qu'ils faisaient jouer aussi en ludothèque. Après, il y a des gens partout qui sont ouverts, qui sont curieux, qui sont passionnés comme nous tous, donc on peut aller à beaucoup d'endroits où il y a des gens qui travaillent dans le monde du jeu et amener un truc et dire est-ce que je peux y jouer. Il y a plein de magasins qui organisent des soirées, des événements ou qui ont des salles de jeu à l'arrière. Donc il y a des endroits, mais c'est vrai qu'il y a du jeu le jeudi soir. Ouais. Mais tu fais démonter ton truc. C'est normal. Non, mais les assos qui font partie de la fête des jeux, tu vois, les toilettes du jeu. On a des matheux qui te disent les mecs qui vont te dire, tu poses ton truc, les statistiques, nous, là, tu fais, putain, Si t'es dit c'est un truc plus loin. C'est une asso. On a tous les profils. On a le prof de maths qui calcule le truc au millimètre près. On a le mec qui fout le bordel à la table pour voir si ça passe quand même. On a le type qui essaye de détourner le jeu pour le foutre en l'air, c'est tout. Ça, c'est l'avantage, tu vois, de présenter, parce que tu as plusieurs cerveaux qui vont réfléchir sur ton produit quelque part. Ils vont t'apporter. Savoir faire le truc. Et il faut savoir faire le truc. Moi, ce qui m'impressionne, c'est il y a tellement de jeux, c'est de trouver des nouveaux mécanismes, et de faire justement, de réussir à faire abstraction de ce qui existe, parce que ça, c'est pas facile. On a en tête des trucs. Et j'imagine en tant que créateur, ça dépend. Mais un contre-exemple, tu vois, c'est Dixit, qui est un jeu, entre guillemets, qui existait. Tu vois, enfin voilà, quand même il est sorti, tout le monde a dit c'est un peu le jeu du dictionnaire, etc. Enfin voilà, qu'on faisait étudiant. Mais il y a un coup de génie éditorial, voilà, tu vois, aussi sur le truc. Donc des fois aussi, bien sublimer les choses, voilà, sur Dixit, il y a aussi un coup de génie sur la mécanique quand même. L'idée qu'il faut que les gens trouvent, mais pas tout le monde. Ouais, c'est ça qui fait que. Oui, c'est vrai. Ça, je pense que c'est ça qui fait Dixit surtout. C'est vrai, oui, le net scoring avec des. Mais le gameplay se tient métaphorique avec une interprétation. C'est très important. Si je peux me permettre, on parle de ce qui manque, de créer quelque chose de nouveau, mais on crée
rarement quelque chose de complètement nouveau. Et puis les vieux morceaux de piano ou de musique classique, est-ce que ça a toujours un intérêt d'avoir des nouveaux interprètes qui les font avec leur sensibilité? Une création... Tout à fait, donc ça nous touche beaucoup aussi cette idée que voilà, c'est cette espèce de course effrénée au nouveau. Voilà, donc il y a plusieurs aspects. D'une part, il y a ce phénomène un peu regrettable et difficile aussi à vivre pour les éditeurs et les distributeurs qu'un jeu chasse l'autre et qu'on est toujours dans... Voilà, donc il y a une réflexion plus globale sur le monde du jeu. Est-ce que cette course effrénée a de plus en plus de sorties? Est-ce que c'est vraiment simple pour tout le monde? Voilà, pour l'interrogation. Un autre aspect à prendre en compte, c'est que c'est aussi assez frappant de voir le nombre de jeux pas du tout originaux qui sortent. Voilà. On a tous, je suis sûr que vous avez tous plein d'idées qui vous viennent en tête, on va pas citer de nom. Donc ça c'est voilà, plusieurs bandes possibles. Et donc ça c'est important. Et puis malgré tout, voilà, c'est magnifique de voir qu'il y a une culture ludique qui est partagée, que par rapport à tout ça, il y a des nouvelles qui émergent, qui sont assez excitantes. Et puis c'est pas notre façon de jeu sur 3, je trouve qu'on va avoir leur propre identité. Exactement, mais il y a une question. Moi sur mon jeu, Prois, j'ai eu la toute première idée en 2007. Et sur le premier coup, 15 jours après, j'ai laissé tomber parce qu'il y a un jeu dont le pitch était exactement identique. Et j'ai dit, ça sert à rien, ça existe déjà. Et puis finalement, un peu par hasard, 3 ans plus tard, j'ai ressorti une photo dans des copains, j'en ai mis, je me suis mis à bosser dessus. Et puis justement, essayer de développer son identité pour me démarquer de notre jeu. Et voilà, j'ai pas inventé de tonique, mais voilà, l'assemblage, le format était nouveau. Je le rendais un peu plus efficace sur un aspect par rapport à cet autre jeu qui était déjà sorti auparavant. Puis maintenant, les deux jeux ont leur propre existence, sans problème. Donc il ne faut pas non plus, pas parce que les deux jeux sont proches que... Sauf faut rien jeter. Globalement, il ne faut rien jeter. Toujours laisser d'un côté, même 10 ans après, des fois. Vous habitez pas dans un petit appart à part. Fais des petits jeux, là. Je dis ça, moi, je fais des découvertes. Vous voulez intervenir? Ouais, juste, je vais être la montre de table ronde. Il est 11h11. Voilà. C'est juste quelle heure? Si on 11h30, midi. Ouais, on s'en Non, je voulais surtout rejoindre un petit peu ce qu'il se disait. Déjà, j'avais eu un autre contre-exemple en tête qui était le loup-garou, qui pour le coup reprend vraiment toutes les mécaniques d'un jeu, on va dire un peu artisanal, pour juste vraiment l'intégrer dans une ligne éditoriale qui va permettre d'attirer les gens. Après, je rejoins un petit peu aussi ce qu'il se disait, c'est que des fois, c'est pas tant essayer de rechercher la mécanique nouvelle, le truc vraiment nouveau, parce que honnêtement, des fois on peut y passer 10 ans sans forcément trouver quelque chose. C'est aussi savoir se faire plaisir et trouver les mécaniques qui, de par leur embranchement, va apporter une expérience différente. Parce que c'est au final ça qu'on cherche le plus. C'est toute la difficulté, parce que alors, moi j'ai, depuis, comme je disais, avec éditeurs, distributeurs, tout ça, quand tu prends conscience de toute la chaîne, c'est même pas des fois ton jeu peut être super bon, il verra jamais le jour sur le marché. Tu vois, parce qu'il correspond. Parce que c'est pas, je me rends compte moi avec le temps, c'est pas un jeu bon peut ne jamais marcher, et la recette qui fait qu'il traverse toutes les étapes. Moi j'ai eu la chance de gagner Boulogne avec un jeu, il sera probablement jamais édité, quoi. Et par exemple, pourquoi un jeu bon peut être bloqué? Parce que l'originalité, par exemple, déjà fait que elle peut être difficile à placer sur le marché parce que trop original, on disait, c'est peut-être, on ne sait pas comment le public va le recevoir ou pas, donc l'investissement financier. La gamme dans laquelle tu veux faire rentrer ton jeu, par exemple, tu dis ça c'est un jeu d'ambiance, il ne faut pas que ça dépasse 25 €, mais si tu sens que dans les coûts de production, si c'est du bois, des machins, du plastique, tu ne peux pas arriver à descendre à 40, on va te dire ok, tu peux le sortir, mais je ne le vendrai pas parce que les gens qui achètent du jeu d'ambiance ne dépassent pas 25 €, donc même si ton jeu est bon, qu'on n'arrive pas à le faire ça. Donc, après, il y a toute une conjonction comme ça de choses qui fait que tu peux avoir une super méca,
voilà, moi j'ai eu des critiques dithyrambiques, mais je pense qu'il sortira jamais. Il a été chez Ravensburger, chez Cosmos et tout le monde m'a dit super, mais on n'arrive pas à le descendre en dessous. Donc ça te fait chier, ça te fait vraiment chier de le laisser dans ton placard, parce que tu as l'impression. Mais voilà, c'est... Par curiosité, c'est Boulogne quelle année 2011. Moi, du coup, je t'avais contacté suite à ton... Enfin, je sais pas si tu avais eu des contacts d'éditeurs suite à ça, mais... Et j'ai pu rentrer à l'usine grâce à ça, j'ai gagné le même jeu a pris plein de prix, et il verra certainement jamais le jeu. Et du coup, pour le principe du placement, entre guillemets, placement de produits finalement sur le marché, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui passent par le Kickstarter, des choses comme ça? Parce que, enfin, personnellement, c'est pas trop mon truc, mais... C'est la même question. C'est juste, je sais pas si c'est la même chose que la démarche de création, là, de parler de Kickstarter. C'est vraiment... Non, parce que... Ouais, c'est ça, mais... Après, ça peut rejoindre la discussion avec l'auto-édition. Voilà, c'est ça, c'est le premier pas de l'édition. Moi, j'ai peut-être une remarque sur le Kickstarter qu'on se rend pas forcément compte quand on est auteur. Là, c'est plus mon expérience de ma vie professionnelle qui parle, donc rien à voir avec les jeux de société, mais... En fait, gérer un Kickstarter, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est aussi un métier. Ça demande des compétences qu'on n'a pas forcément en tant qu'auteur. Et c'est pour ça qu'il y a même des éditeurs très connus qui sont à un moment passés par Kickstarter et qui se sont viandés lamentablement. Parce que c'était la gestion d'un Kickstarter, ils ne savaient pas faire. Donc c'est pas forcément évident, ça demande des compétences et si on les a pas, ça peut être très risqué. Et on a l'impression que c'est gratuit, Kickstarter, ça l'est pas. Ça demande un défense, ça demande un investissement, ça demande du temps, ça demande de l'argent. C'est pas gratuit de faire un Kickstarter. Donc si vous n'avez pas votre financement, vous allez perdre de l'argent sur un Kickstarter. Et il faut présenter un produit fini en plus, j'imagine. Oui, et les gens s'accrocheront, la clientèle ne regardera pas un prototype, c'est vraiment surtout des illustrations. C'est triste à dire, mais c'est pour éditer un jeu, mais ils veulent déjà avoir un jeu édité sur la page. Ouais. Donc c'est très compliqué Kickstarter, ça a l'air d'être une solution au joker, mais c'est pas si simple que ça. Faut bien... Non, mais je dis genre, je connais rien, mais je me dis peut-être que c'est aussi un moyen pour toi de confronter une idée et d'avoir un retour direct en fait, puisque moi c'est ce que je trouve, alors je suis pas du tout Kickstarter. Ouais, moi non plus en fait, hein, mais c'est juste que ça se développe. À la base, elle est assez bien parce que c'est une idée que tu donnes à tout le monde, et puis c'est les gens qui chacun individuellement vont dire quand l'idée est bonne, je la soutiens. Voilà, ça, pour moi ça peut être un film, mais voilà, en tant qu'éditeur et distributeur. Et par rapport à moi, Piratus, parce que j'ai eu avec le partenaire graphique avec qui j'ai travaillé, eux ils voulaient faire un Kickstarter, moi j'ai bloqué, j'ai vraiment pas voulu. Et là c'est la suite de rencontres aussi de toute une série de magasins et de boutiques en Belgique, où tous ceux que moi je connais m'ont dit ah non s'il te plaît fais pas de Kickstarter, parce que nous on ne poussera pas le jeu autant, et voilà, tu prends déjà une partie. Mais ça c'est des choix. C'est du coup d'un réseau de revendeurs si tu vas directement. C'est à toi de voir, il y a des boutiques qui vendent des jeux, quoi. Et tout ce qui part en Kickstarter, bien sûr. C'est des jeux qui vont en vendre. Mais juste, on a fait un point général sur le fait que faut pas non plus que... le jeu c'est aussi un réenchantement de nos vies à nous et de ce qu'on partage. Donc se projeter dans ok, quel va être le business plan de mon... Voilà, enfin juste mise en garde par rapport à ça. Jouer, créer, prenez du plaisir plutôt que de se demander ah oui ok mais comment je vais faire pour qu'en boutique il soit mis plus devant dans le rayonnage. Tu disais tout à l'heure, le plaisir il est capital. Et ça doit rester intuitif dans ta création. Voilà. Je pense, de toute façon, pour arriver à quelque chose de bien, c'est quelque part, pour ma part, c'est parce que ça se fait de manière assez intuitive et puis au fur et à mesure et que le plaisir est là et qu'il pousse. Et puis comme ça on arrive à le partager. Et puis ce plaisir-là, on dit waouh super, ils sont en train de le vivre aussi, les autres. Donc c'est pas, il y a très peu de calcul. Enfin pour ma part, il n'y a aucun calcul de me dire qu'est-ce qui manque, c'est juste, je pars sur juste un plaisir que j'ai envie de vivre, de partager. Et après, oui, parfois il y a des idées, on dit mais attends, tu rigoles, il y en a déjà deux comme ça, mais ok, super, c'était juste une idée. Mais voilà, c'est... Justement, c'est intéressant parce que là, on sépare la partie plaisir, etc. Et c'est vraiment la création. Et il y a beaucoup de gens qui font son créateur et qui pensent à l'auto-édition. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, je pense aussi, et par rapport à ce que les gens disent, il y a la partie création, et puis après il y a la partie édition avec du développement. Et là, on pense à d'autres choses, comme ce que tu disais aussi tout à l'heure par rapport à un jeu qui pourrait ne pas se faire pour des questions de positionnement, de coûts de fabrication, etc. C'est intéressant, ça, de partager votre expérience par rapport à la dichotomie entre la création et l'édition, et que les gens qui sont auteurs et qui pensent à l'auto-édition comprennent bien la différence entre
créer un jeu pour le plaisir de créer un jeu, d'inventer quelque chose, et éditer un jeu et réfléchir à du positionnement marketing, à du coût de fabrication et à du business plan. Ouais. C'est une question. Il y a pas encore intervenus qui veulent aussi poser des questions ou qui veulent partager des choses. Moi, je me pose un peu une question au niveau de la protection de l'idée. Non, faut pas voir le mal partout et c'est bien de dire que on est tous des passionnés, on fait ça pour le plaisir et tout. C'est un peu ce qu'on a fait pour l'instant, nous trois, de le faire entre nous, juste pour s'amuser avec la famille. Mais on se dit quand même, pour le présenter au public, qu'il ne faut pas prendre un peu des précautions à la fois à la personne qui on les présente, mais aussi de la manière dont on le présente, de leur donner un proto qui soit suffisamment fini, suffisamment jouable. Ou est-ce que c'est vraiment on se lance et puis on verra bien ce qui se passe? La meilleure protection, mais nous on se dit, enfin voilà, c'est une question qui tombe super souvent sur les forums, etc. La meilleure protection, c'est de le montrer et de le faire savoir que tu le mets sur le net, tu fais des vidéos, tu vas dans les festivals, tu l'inscris à des concours, au bout d'un moment ton nom est associé, n'importe qui te connaîtra et dira tiens mais c'est des... tu vois, personne... Alors après, donc il y a ça, de faire connaître parce que vous êtes associé au jeu. Et après, le truc, c'est qu'on pique souvent les idées des jeux qui sont censés ramener du fric. Enfin, tu vois, parce que piquer une idée dont on se dit potentiellement qu'elle va ramener du fric, je dis, si on se positionne sur le fait de pourquoi on pique une idée. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait connaître la recette et de se dire ce jeu-là, forcément, il va vraiment cartonner. Et donc, évidemment, il va y avoir des copies. Le seul cas qui a Jungle Speed, voilà. Parce que Jungle Speed est un tel succès qu'on essaye de faire des trucs qui essayent de ramasser la clientèle de Jungle Speed. Aujourd'hui, te dire tiens, je passe dans un festival. Jungle Speed, c'est du plagiat d'un jeu déjà édité. Ouais. Ce que tu veux sans doute exprimer, c'est t'as ton moto et t'as peur que. Quelqu'un dit l'idée est bonne, mais je vais le faire moi-même pour les voir. Ça, c'est des. Le truc, c'est ce que disait Cyril, c'est ce que tu vas le montrer, tu te fais un PDF, tu t'envoies ta règle, tu as des preuves de mail, je sais pas. Toujours l'enveloppe solo, après, dans le dernier cas, mais bon. C'est un peu entendu, Cyril il disait pas ça, il disait le montrer. Donc qu'on sache que voilà, c'est Raoul qui a fait ce jeu-là. Et puis voilà, il faut savoir que les éditeurs, il y a aussi toute une question par rapport à la réputation. C'est pas intéressant de commencer à avoir la réputation du gars qui pique l'idée du coup. Donc voilà, ça va pas se faire. Donc c'est très rassurant de se dire voilà, exactement. Tu t'inspires, qu'il y ait des inspirations maintenant. Effectivement, si demain tu fais un jeu où il faut lancer des balles de ping-pong, je pense qu'à un moment donné, faire des pistolets sur des dés, bon voilà. Mais on pourra dire, tiens, il a beaucoup côtoyé certaines personnes, mais tu vois, en même temps, tu pourrais très bien dire, bon bah voilà, aujourd'hui, si tu fais un jeu de pli, tu t'inspires de. Tu vois, donc. La frange, elle est. Mais moi, globalement, pour y être depuis maintenant 5 ans, personne vraiment, c'est tout un microcosme, tu vois, tout le monde se dit, alors à la limite si à un moment la copie, tu te fais piquer une super idée, etc., je pense que les gens se diront, iront reconnaître que c'est qu'une copie, quoi. Parce que ça va vite, hein. Ça va vite. Ouais, la communauté des joueurs, est très à cheval sur qui a vraiment eu l'idée au début. Ouais. Et en général, ils sont super critiques avec les copies, et le mec qui fait une copie, il va pas la vendre. Ouais, même si elle est mieux, parce que les joueurs, les vrais joueurs, ceux qui font vraiment le chiffre d'affaires des éditeurs, vont dire non, ça c'est un plagiat, je veux pas y toucher. Il n'y a qu'à voir les mecs qui ont refait le Full Metal Planet, la copie de Full Metal Planet, je pense pas qu'ils s'en soient sortis si bien que ça au final, parce que tous les jours on fait, il faut surtout pas leur acheter, ce sont des enfoirés. Ouais, c'est vrai que ça va très vite. Ça va très vite. Par contre, par rapport à ça, moi je travaille à l'export aussi. Et là, il y a une autre question qui se pose sur des licences de jeux. On me demande des copyrights. Il y a des jeux qui ne peuvent pas passer parce qu'il n'y a pas de copyright sur le jeu. Parce qu'ils n'ont pas été déposés. C'est une question qui se suit localement, mais parce que je pense qu'il y a d'autres pays. Là, on parle d'un marché qui est francophone, voire franco-français. Mais ça, c'est un petit milieu. Mais après, dès que tu pars, il y a des pays où on ne maîtrise plus du tout. Fabrique ton jeu en Chine. Tu retournes un an après et tu retrouves ton jeu version chinoise et personne t'aura rien demandé, quoi. Mais va faire un procès aux Chinois après. Si une personnage chinois comme le nôtre, imprime en Chine. Et je pense que tu ne dois pas avoir ces questions-là au départ. Après, il y a peut-être aussi un souci au niveau du thème, peut-être. Non ?
Tu parlais de la mécanique Parce que bon, après l'idée, ça se dépose pas. Non, tu peux déposer une idée. Tu peux pas déposer une idée. De manière générale, en fait, on nous a conseillé de présenter un jeu qui soit le plus fini possible pour ne pas présenter des protos trop vite et du coup d'avoir un contact direct avec l'éditeur pour éviter que l'idée soit reprise d'ailleurs. Bon, c'est pas forcément des gens qui sont experts dans le domaine du jeu. Ce qu'on dit, on en parlait hier soir justement entre nous, c'est à quel moment présenter son jeu dans le process de création. Et des fois, juste de dire, j'ai une idée super, mais je vois bien que dans les parties, bon, ça se finit pas toujours, j'ai du mal, mais n'y allez pas. Même si vous pensez que l'idée est bien, voilà, juste prendre un peu plus de temps entre vous, voilà, et de se dire, attendre qu'il soit vraiment pour vous mûr. Mais c'est deux choses à l'éditeur et au public. Hein. Au public, tu peux présenter un truc, voilà, il va accepter, mais l'éditeur, tu peux attendre griller, parce que des fois tu le grilles, parce que voilà. Donc il faut bien, il y a un bon timing. D'autres questions? Il ne fera pas le travail de finalisation définitive de mécanique. Certains grands concepts, il y a un travail éditorial. Les gens sont arrivés. Je peux même prendre un exemple, parce que moi j'ai eu mon premier contrat, j'ai envoyé 5 lignes à un éditeur. Voilà, il a demandé une question, j'ai répondu 5 lignes, j'avais aucun proto, aucune image, rien. J'ai simplement envoyé une idée et j'ai reçu un contrat. Tellement il avait peur que je donne l'idée ailleurs. Finalement, j'ai mis 2 ans à la développer parce que derrière les 5 lignes, je me suis rendu compte qu'il y avait tout. Et finalement, c'est son plus gros échec. Alors, tu vois. Donc, voilà. Le public n'était pas bon. Mais sur cet aspect-là, tu parles de la finalisation par la création, tu dis par rapport à l'éditeur. Parce que l'éditeur va faire un travail, c'est possible, avec l'auteur. Il y en a qui développent. Ouais, je me demandais si les mécaniques vont changer ou juste le thème va changer. La mécanique, si elle change, c'est que. Il n'y a pas de jeu. Ton jeu, il est... Non, mais par exemple, les parties, un exemple, on peut dire, il y a des peaufinages de mécanique. Quoi. La mécanique fondamentale ne va pas changer, oui, sinon il n'y a rien. Mais est-ce que elle va être peaufinée par l'éditeur ou pas? En effet, il y a des éditeurs qui veulent le tout clé en main et voilà, là, plus rien n'a changé, merci. Et puis il y en a d'autres qui ont envie de s'investir dans le projet avec toi. Voilà. Mais ensuite, par exemple, Cocktail Game adore avoir du clé en main. Quand tu leur présentes, il faut que ce soit réglé. Les Cocktail Game, tout le monde voit les boîtes métal. Voilà, c'est vraiment, tu me présentes ça, je considère que ça tombe, je ne sais pas si quelqu'un a une autre expérience, mais ils aiment bien les trucs, c'est carré. Et ReproProd, par exemple, pour prendre un éditeur belge qui, lui, partir de l'idée, enfin voilà, il va te passer énormément de temps à régler, le faire tourner sur les festivals, à faire des retours, etc. Et ils adorent ça. Et c'est deux, et là, ici, il y a plusieurs éditeurs, voilà, lui, par exemple, il aime bien que tout soit carré, il ne faut pas leur faire chier, c'est ça. Donc voilà, globalement, c'est un travail qui est super riche entre l'auteur et l'éditeur. Intervenir L'exemple contraire de Cocktail Game pour la Space Cowboy par exemple, où ils sont hyper à fond dans le jeu, ils vont travailler avec l'auteur sur les mécaniques aussi pour améliorer le jeu. Elysium n'était pas du tout comme ça, il paraît au début. Croc a énormément, il aurait presque pu être crédité comme auteur sur le jeu en fait. Et puis sur les gros jeux, les statisticiens, les mecs qui viennent te mesurer les trucs, enfin moi perso en tant qu'auteur je suis pas capable de faire. Après ils ont une armada de programmes qui te permettent de voir si c'est toujours le premier qui gagne, ou le deuxième, enfin tu vois des statistiques. Et sur des jeux de plateau ça va être utilisé? Ouais, Xtari par exemple qui est le Space Cowboy effectivement. C'est les gens, il faut des tableaux, des croisements de statistiques par partie pour voir est-ce que par exemple quand tu es placé en deuxième, il se passe quelque chose dans le jeu qui fait que tu as plus de chances de l'emporter. Donc eux ils doivent te garantir une équité, tu vois. Et ça, moi par exemple je suis pas capable de le faire. Il est 11h30. Bien sûr, la conversation n'est pas terminée. Elle va se prolonger pendant encore des heures et certainement des années. Mais c'est juste pour dire, c'est déjà un grand merci. C'était vraiment un super moment d'échange, de partage vraiment, et c'était une vraie conversation. Donc j'espère, c'est vraiment cool. Et on peut continuer aussi informellement à se parler. On n'est pas obligé de rester dans cette espèce de format un peu contraint. On peut, la conversation continue, soit ici, soit là-bas, et voilà.
restons en contact. Merci. Merci. Merci à Guy, Cyril, Thibaut, Wilfried, Marie et Rémi d'avoir accepté d'animer cette table ronde. Et n'hésitez pas si vous avez encore un début. Il faut en passer par Je sais pas si on a qui moi c'est des questions, après, toi tu comptes par exemple, je sais pas si c'est super intéressant. En fait, tu es vachement rassuré, donc voilà, de voir des plateaux comme ça, le nombre de tables et tout, pas par rapport à la création, là, mais par rapport à l'événement du week-end. Je m'attendais pas à je pense que le monde du jeu, c'est encore un des mondes de création, je dirais, où les circuits sont assez courts. Tu vois, il y a très peu d'intermédiaires. C'est-à-dire que l'auteur, il a vraiment la possibilité de venir présenter son travail avec un système d'écoute qui est quand même assez attentif. Tu vois, c'est-à-dire que effectivement, tu peux te pointer face à un éditeur qui, tu le vois dans ses yeux, au bout de 30 secondes. Alors après, moi, je vais te permettre d'insister un peu sur l'humilité de l'auteur, de se dire, quand tu vois que dans les yeux du mec, il n'y a rien qui se passe, plus tu vas survendre, plus tu risques que ça fasse le tour de ta mec qui est péter les couilles. Il faut savoir battre en fait. Donc franchement, c'est un petit peu, si tu vois que c'est pas la bonne personne, le profil, etc. Voilà, voilà, faut faire un petit teaser, si tu vois que ça passe pas, j'ai autre chose, nanana, voilà. Plus t'insistes, plus tu le vois de toute façon, maintenant, plus t'en feras, plus tu te retrouves devant l'éditeur et tu vois dans les yeux qu'il y a quelque chose. Que la personne acceptera d'y retravailler ou te dire ok, quand je te laisse mon mail, il faut que je réfléchisse parce que là il y a un positionnement, j'avais même pas pensé qu'on pouvait aller vers ça, mais je me rends compte. Voilà, ça peut aussi susciter chez lui des trucs. Et à force d'en faire, il faut aussi, parce qu'elle présente beaucoup de choses et je pense que normalement tu le vois dans les yeux de la personne. Surtout la personne en qui 50 rendez-vous dans la journée. Voilà. Si les points ne sont pas trop crevés. J'allais dire ça. Pour vous, sans doute aussi, l'évidence, c'est que avant d'aller voir un éditeur, par rapport, vous réfléchissez à sa ligne éditoriale aussi. Parce que vous n'allez pas voir n'importe qui avec un type de jeu. Parce que ça fait effectivement après quelques expériences. Peut-être l'expérience au début, voilà. On a un jeu avec un dalle, par exemple, je pouvais présenter. Voilà. Bon, voilà. Je vais Théo direct là-dessus. Mais il faut y croire aussi. C'est le plus important en fait. C'est de regarder votre projet, puis faites-le d'abord pour vous aussi, et puis pour le partage que vous allez. Par contre, moi je faut vachement le partage au public, quoi. Vraiment se déplacer dans un festival, une table, un bout de table. Tant que vous êtes tous là, si vous êtes quasi voisins, c'est peut-être le moment de prendre du coup vos adresses et tout. Et nous on fait ça en fait, on a fait un espèce de groupe informel qu'on appelle le Cajou. C'est ça, les auteurs de jeux à l'ouest, puisque du coup on est il y a qu'un ouest. Il y a qu'un ouest, du coup, et ça c'est super quoi. En fait on se réunit assez régulièrement, un peu plus régulièrement même avant une échéance comme Cannes par exemple. Et on se réunit chez les uns, chez les autres, et puis l'idée c'est qu'on passe 1 heure par auteur, et puis du coup on joue, puis après on passe, on débrief, et puis c'est super intéressant. Mais alors du coup, si vous privilégiez la rencontre, que ce soit avec les auteurs ou les joueurs directement, du coup il faut avoir une certaine mobilité géographique. Parce que s'il faut aller à Cannes, s'il faut aller à Bruxelles, s'il faut aller à... Après, de toute façon, il faut se montrer. Oui, voilà. Ou alors tu prends un agent. Il y en a plein de choses. Il y a des auteurs ici. Moi je suis chez eux. Voilà, si par exemple pour l'étranger notamment, parce que moi je suis très mauvais en anglais, etc. Mais tu peux aussi, oui vous êtes aussi chez vous avez signé plusieurs jeux. Donc il va te prendre une partie des droits d'auteur pour faire le travail de démarchage. Si ça te gonfle, tu prends quelqu'un, il y a un intermédiaire. Après, il faut aimer l'intermédiaire. C'est pas que ça me gonfle, mais on a plus ou moins des obligations. C'est pour ça que en attendant de gagner sa vie avec. Que tu fais à côté de ton autre métier. Il faut que ça reste une passion. Mais après nous on a basculé pour certains justement dans.
quand tu veux vraiment te faire tous les festivals, effectivement ton vendredi il est un peu mort, ton lundi il est carrément mort. Nous on bosse à côté à tout plein, et c'est le soir en rentrant du boulot on bosse sur les jeux, le week-end on bosse sur les jeux. On a 2 enfants. Ouais, pareil. Mais par exemple, je travaille le week-end, je travaille le. C'est ça. Ah, mais c'est un investissement financier. Enfin, après te payer un stand, te payer une table d'auteur, etc. C'est une passion. Te remporter un concours, enfin être dans les nominés et venir tester pendant 2 jours, faut se payer l'hôtel, etc. Mais après, tu te dis, évidemment, tu le retrouveras. Sauf gros succès, mais à mon avis, tu ne retrouves pas l'argent dans les droits d'auteur pour que ton jeu perde. Sincèrement, je suis pas. L'argent, c'est pas le. Enfin, ce qui me concerne, l'argent, c'est pas l'objectif. C'est la passion, c'est le jeu. Sinon, on entendu l'histoire. Mais voilà, il y a un investissement. Mais après, tu te dis toujours, si demain j'en vends 100 000, t'auras fait le boulot, quoi. Tu sais jamais. Et après, il y a la fierté aussi de voir son projet aboutir. Il y a plein d'autres choses. Au niveau de l'investissement, excusez-moi, au niveau de l'investissement, justement, vous conseillez combien de prototypes tout en comptant les essais infructueux, les prototypes de présentation au public? Déjà, t'as pas forcément. Déjà, c'est les règles. Il faut faire des règles bien écrites, la faire lire à des gens qui te disent OK, à la lecture. Et aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs t'envoient tes règles par mail. Et sur la lecture de règles, ils sont capables de dire envoie-moi un proto parce que je veux voir ce que ça donne, ou c'est pas dans ma gamme, tu vois, etc. La durée, machin, il y a des trucs qui me posent problème. Voilà, où ils vont te dire vraiment, c'est pas le moment. Enfin, parce que c'est vrai que tu envoies les photos et tu les fais à la demande, sauf si tu as une petite série de cartes maintenant que tu peux imprimer en ligne, mais je veux dire, moi je sais pas. Est-ce que vous pouvez conseiller à des auteurs qui veulent démarrer les bonnes pratiques sur tout ce qui est réservation de prototypes avec les éditeurs, des bonnes pratiques pour... Qu'est-ce que tu appelles réservation? Moi j'ai juste un truc, dernièrement j'ai reçu en tant qu'éditeur sur un proto, c'est un gars qui nous a fait une petite vidéo de 5 minutes en présentant son jeu, mais avec une partie jouée. C'est bien. Et ça bien fait. Et ça c'est génial. Parce que 5 minutes c'est vite fait, on s'est rendu compte, on voit l'ambiance un peu autour, puis on dit ok, est-ce que ça nous intéresse ou pas? Très bon truc. Vidéo, j'explique la méca et après il a fait une partie en famille, il a fait un montage pour voir un peu comment les gens se marrent, machin. Et là tu le vois vite aussi, hein. L'éditeur, si t'es dans un jeu d'ambiance et que c'est ça, tu te dis tiens, voilà, c'est peut-être plus adapté au jeu d'ambiance. Non, voilà, ça arrive, c'est ça, mais en tout cas, voilà. Une vidéo de 30 minutes. Non, c'est un teaser. Hein. De toute façon, les éditeurs, ils marchent au teaser parce que tu vas regarder le début de la règle. Musique épique. Voilà. Mais il faut 4 mecs qui réfléchissent comme ça et de temps en temps, il y en a un qui pousse un pion. En fait, le truc, c'est qu'il faut que tu vendes ce que ton jeu amène mécaniquement. Pour les gros jeux, c'est un peu différent parce que sur les gros jeux, tu vas envoyer à qui? À des éditeurs qui font du gros jeu. Tu vas pas envoyer. Donc du coup, ces gens-là ont une manière d'éplucher aussi les jeux. Ils vont lire la règle, ils vont après se dire, bon, effectivement, mécaniquement, est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu... qui attisent la chose, et après, ils vont te demander un proto, et là, sur les gros jeux, effectivement, il y a du test, parce qu'il faut tout équilibrer, voilà. Sur un jeu d'ambiance, c'est pas pour rien qu'il en sort aussi pléthore, c'est qu'il y a moins de réglages quand même, tu vois. Par contre, il y a beaucoup plus de comment je le place sur le marché. Parce que comme il y a, tu vois, il y a de la concurrence, le type de boitage, le prix, la quantité de matériel pour que ça reste dans ça, les questions de sécurité, dès que tu mets un peu de matériel qui peuvent s'avaler, se manger, se couper. Les organismes de sécurité qui arrivent derrière. Tu mets plus de 14 secondes. Je sais pas si c'était ta question sur les protos, du coup, j'ai pas bien compris. Sur la réservation. Moi, je pense que l'enjeu, c'est aussi de l'accompagner, de présenter ton proto. Ah, mais complètement. Parce que envoyer, te dire de chez toi, je prends les adresses, j'envoie 10 protos. Ouais, de base, c'est vraiment, il vaut mieux prendre le temps à l'envoyer un à la personne que peut-être tu as déjà rencontré. Tu lui laisses le proto, tu as senti, elle dit bon, je vais revenir, on va aller en équipe, ça oui, mais voilà, parce que sinon tu vas trop en faire. Et les gens ils vont te dire t'appelles. T'en fais 2-3, surtout s'ils sont chiants, pour en avoir toujours. Non mais chiant à faire, je veux dire.
des jeux sont chiants. Mais comme ça, si c'est un jeu de cartes, t'en fais 3-4 d'avance, comme ça c'était sur un salon, parce que l'éditeur peut dire est-ce que tu peux me laisser un proto. D'ailleurs, une partie des éditeurs acceptent aussi de renvoyer, notamment par les jeux de cartes, parce que les jeux de cartes aujourd'hui, bon, c'est des feuilles découpées, on peut le faire à peu près. Mais sur les gros, il y a des pions, du découpage, un éditeur va te dire je vais le tester, s'il n'y a rien, je te renvoie le proto, parce qu'ils savent bien que ça, voilà, ça. Ouais. Des fois même, moi j'ai reçu des protos, ils étaient mieux emballés que ceux que j'avais envoyés aux personnes. Mais on a refait mon proto, finalement on a refait mon proto, tu pourras le montrer. On t'a remis le rangement, t'as mis un thermo dedans. Et ça se fait de contacter un éditeur pour le rencontrer physiquement, mais genre là où il travaille? Non, parce que là on parle beaucoup de festivals, mais pour le rencontrer physiquement, on peut aller le voir aussi. Ouais, si t'es bien sûr. Sur un premier contact, même. Là, tu parlais de chercher un restaurant, en vrai, ça peut prendre rendez-vous. Tu vois, sur un festival, l'intérêt, c'est que dans la journée, tu peux en faire plusieurs. Ah oui, non, mais moi je pensais plutôt sur la proximité, effectivement. Oui, après, si, tu peux toujours y aller. Mais de toute façon, globalement, c'est un milieu accueillant. Tu vois. Un auteur, on ne dit jamais, enfin, j'ai jamais eu l'expérience où tu te serais pas envoyé balader, enfin, tu vois, on va te dire, au pire, j'ai pas le temps, ou alors je sélectionne de mars à septembre, et là, je suis en pleine période festival, enfin, tu vois, parce que faut pas croire non plus qu'on est derrière le bureau et puis que t'attends l'idée de génie d'un mec qui va t'envoyer des trucs, hein. Tu vois, t'as quand même d'autres choses à faire aussi. Donc évidemment, des fois, l'idée, elle vient, t'es en plein rush, tu te dis, je la regarderai la semaine prochaine, l'auteur te renvoie 10 emails en disant, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez. Finalement, tu te rends compte qu'il t'envoie la belote, quoi. Bon, alors, tu te dis... C'est là que la vidéo a... Voilà. La vidéo, elle fait du bien, parce que tu peux te regarder ça. Ou la Trick Track TV aussi, bref. Et pas hésiter à insister, parfois relancer, c'est pas toujours parce que je pense qu'il y a des réponses que j'ai jamais eues, puis en relançant un petit peu, même parfois beaucoup plus tard, mais il était resté, il y a tellement de choses parfois, il y a tellement de demandes que c'est pas forcément... Peut-être pas relancer tous les 2 jours. Non, ça c'est ça. C'est pas parce que... Non, mais je dirais, ouais, j'allais dire tous les mois ou tous les 2 mois, c'est long, hein. Parce que ça en est, puis j'imagine que comme pour tout le monde, il y a le coup d'une personne qui reçoit un mail qui fait « faudra que je m'occupe de ça », et puis entre temps il fait plein de choses, et puis il a oublié le mail. Et du coup le type, quand on le recontacte de moi, il préfère « ah merde, je l'ai oublié ». C'est pour ça que la rencontre physique, elle est quand même... Enfin, moi je reviens sur le jeu de société quand même. En jeu, c'est vivre ça ensemble, le jeu. Donc, puis voilà, c'est de A à Z. Hein. Et puis le milieu est encore suffisamment petit pour que les gens se connaissent assez vite. Vous avez des éditeurs comme Blue Orange ou Cocktail Game, enfin voilà, ils sortent quoi, 10 jeux par an, peut-être 10-12. Maintenant, vous prenez un éditeur comme Libellule qui en fait 2, voilà, et qui va mettre 2 ans à les pousser. Donc, pour rentrer dans ces 2, voilà, quoi, il faut. Ça veut dire aussi leur sélection est plus, plus serrée, quoi. Donc, quand on l'envoie et que vous voulez vraiment les cibler parce que vous tenez à travailler avec eux, parce qu'ils ont une manière de développer, etc. Il faut aussi prendre le temps de présenter presque un proto que dans leur veine à eux, quoi, parce que c'est avec eux que vous voulez bosser. Il faut essayer de les connaître, Ça fait partie du boulot de l'auteur, je disais d'avoir. Il y a un petit côté profiler. On se dit, lui, l'éditeur, il aime bien ça, je vais essayer de lui présenter dans Pour Cyril, il faut envoyer des petits jeux de cartes où on utilise les 2 côtés de la carte. Moi, j'ai une gamme hyper fermée, mais on voit quand même des fois des trucs qui n'ont rien à voir. Alors, moi, en une phrase, je dis, mais ma mécanique, c'est ça. Est-ce qu'il y a ça dedans? Ah non, bon, voilà. Mais par exemple, Cocktail Game est beaucoup plus disparate, même s'il y a de l'ambiance. Non, mais je veux dire, il y a pléthore de mécanique. C'est au niveau matériel, c'est carré. Même des fois, ils sont dans des jeux sur leur site, il y a marqué on peut mettre jusqu'à tant de cartes. Et comment ça s'appelle vos maisons d'édition alors? Inclura. Moi, Act in Games. Pardon? Act in Games. Mais j'ai fait juste Piratoons et puis d'autres. En fait, à la base, c'est une maison d'édition qui fait du serious game dans le jeu de société pour les entreprises. Ils ont plombé l'ambiance. Oui. C'est parce que c'est le serious. Il a mis serious. Moi, c'est Flip Flap édition, mais voilà.
me fait parce que j'ai une mécanique, c'est des jeux où il faut tourner des cartes et voilà. Ça fait. Ouais, donc du coup ça donne envie de voir ce que vous là ouais, je dirais en tant qu'auteur, avec un peu de recul aujourd'hui, parce qu'au début on s'accroche vraiment, enfin, on se dit mon truc est génial. Enfin, voilà. Donc il y a une part en même temps de motivation et d'humilité, il y a un savant mélange. Parce que, et encore une fois, parce que c'est pas parce que le jeu est ou pas bon, etc. En fait, entre guillemets, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le jeu peut être bon et avoir du mal à passer pour un certain nombre de raisons. Il peut être un peu moins bon et on se dit, mais quand même, il peut occuper tel truc et on va essayer de le performer. Enfin voilà. Et puis après, il faut envoyer les filtres, parce qu'il y a l'auteur, il faut qu'il plaise à l'éditeur. L'éditeur, il faut qu'il plaise au distributeur. Le distributeur, il faut qu'il vende le jeu au vendeur, et le vendeur, après, il faut qu'il touche le public. Donc vous avez 5 filtres pour que le jeu aille au bout. Des fois, ben voilà, vous pouvez sortir un super jeu, etc. Si le vendeur, il ne se sent pas de l'expliquer, parce qu'il se dit... je vais prendre un exemple qui est pour moi un super jeu, qui est Crazy Time, chez BlackRock, distribué, etc., qui a été nominé avec concept pour le jeu de l'année à l'Asdor. Voilà, moi j'ai joué toutes les vacances avec, je trouve que c'est un jeu qui est génial. Mais, vous devez l'expliquer aux gens. La mécanique, elle est en même temps. Il faut qu'il y ait des gens qui sortent de la pièce, alors il faut expliquer ce que le gars qui va sortir de la pièce. C'est que de la sensation, c'est une expérience à vivre. Donc, pour le faire passer, c'est pas évident. Et donc, c'est un jeu qui est pas évident à vendre. Pourtant, c'est un super bon jeu. Et bon, la recette qui fait que le vendeur se dit, bah voilà, avec l'arrière d'une boîte, je suis capable de te le vendre à n'importe qui. Tous les jeux le permettent pas. Quand sur les rendez-vous, excuse-moi, non, concrètement, moi je pense aussi, avant des festivals, prenez contact avec les éditeurs, demandez s'ils sont là et prenez rendez-vous. C'est dire, tiens, on se voit sur place, et je parle là pour BlackRock, parce qu'on fonctionne beaucoup comme ça. Et il y a Julien qui est là d'ailleurs et qui prendra les rendez-vous si, voilà. Mais je pense que beaucoup fonctionnent comme ça, il ne faut pas hésiter à... Ils ont un showroom, souvent derrière leur stand, ils ont une petite cabane, ils reçoivent secrètement. Vous êtes là à parler ludique? Pardon? Vous êtes là à parler ludique? Ouais, bien sûr. Est-ce que je peux prendre rendez-vous? Non mais il faut le faire. Enfin, voilà, c'est bientôt, c'est en mai je crois. C'est vrai qu'il y a pas c'est vrai qu'on n'a pas développé tous les festivals, mais en tant qu'auteur, il faut savoir que nous on fait le tour aussi. On ne dit pas à toutes les tables, salut, je suis... Ça je confirme, j'ai vu plein d'éditeurs faire le tour de... on est là pour ça aussi. Parfois officiellement avec le t-shirt, parfois très discrètement. Moi je suis dans le jury par exemple, je peux très bien, sur la sélection, je peux très bien dire tiens je vois les règles à tel éditeur parce que je me dis tu devrais jeter un œil, c'est quand même un peu dans ta veine. Tiens, les distributeurs, ce qui fait qu'on a 5 ou 6 éditeurs derrière nous. Donc on se dit tiens, et avant même le concours, des fois tu peux te dire, même si le jeu, des fois il est presque pas dominé, parce que aujourd'hui, par exemple, un exemple dans le Dîner, on a eu 10 jeux de déduction. Oui. Tu vois. C'est pas que les jeux sont mauvais, mais on peut pas faire un concours, il y a 15 protos, tu vas pas prendre 10 jeux de déduction. Donc on se dit, comme on veut montrer, le disait Gwenel, une variété des mécaniques au public, on va prendre un peu de bluff, un peu de déduction, un peu de pari, un peu de stratégie, un peu de tactique, machin. Donc dans les 10 jeux de déduction, tu vas peut-être prendre ceux qui nous ont paru les 2 meilleurs, sachant que les 8 autres, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais par contre, des fois, il y a un univers, tu te dis, oh, bah tiens, ça collerait bien à tel éditeur, et tu peux... Donc il y a des fois aussi un parcours un peu, tu vois, invisible, où les gens s'échangent les infos, parce que je sais pas combien il y a d'éditeurs sur la place, mais finalement, les infos, elles peuvent... Je disais juste, en tant qu'auteur, moi, si je disais les festivals vraiment pas ratés, effectivement, Cannes, je me suis montré, le Dîner, parce que sinon on va se faire engueuler. À postuler sur évidemment aussi le concours d'auteur, parce que c'est aussi un des seuls prix qui est vraiment jugé par le public. Dans beaucoup d'autres, il y a un jury, etc. Donc là, c'est vraiment le public qui vote. Surtout si vous êtes du Nord. En jeu en Belgique, si vous êtes du Nord, c'est bon ça. Ouais. Le Bruxelles Game Festival qui commence aussi
En jeu. Après, si je prends dans l'ordre, je pense qu'après on arrive vite à Paris et Ludique, en mi-juin. Partenay. Il y a Toulouse, pardon, début mai. Toulouse, qui a un gros festival d'auteurs. Toulouse, c'est un peu le même système que l'Uninor, qui laisse la disponibilité aux éditeurs. Ouais, vous avez Partenay qui dure 10 jours. Et il y a un gros concours sur le dernier week-end, donc sur les 3 derniers jours. Du 8 au 16 juillet. Voilà. Du 8 au 20 même. Moi j'ai fait Partenay l'an dernier, et franchement je le conseille, j'ai trouvé ça super sympa. J'ai postulé avec un proto, et bon, j'ai pas été sélectionné parmi les 4 qui sont sélectionnés pour le concours, mais il propose quand même d'amener son proto et de prendre une table très librement. Et comme c'est étalé sur 15 jours, il y a de la place pour pas mal d'auteurs, parce que les auteurs ne viennent pas à 15 jours en général. Et moi j'ai beaucoup apprécié. Et les gens viennent tester vraiment, c'est un public en plus qui est on a un public très varié. Voilà, si tu veux le passer en revue avec tous les profils. Après il y a Ludibraise, un peu en Bretagne, un petit peu plus confidentiel des deux. Chamboultou, un peu fin août aussi. Pour ceux qui sont dans le Chamboultou, c'est en Auvergne, le Lot, c'est et après vous avez le festival de Dijon, Ludimania, mais pas forcément, je ne sais pas s'il faut une table d'auteur. Après il y a Ludix. Ça c'est un concours. Il y a Essen en Allemagne, alors là, si vous voulez taper un peu à l'international, effectivement. Il y a New York. Oui, alors c'est vrai. À Ludix, c'est pas un festival de C'est un concours que de prototypes. Il n'y a aucun jeu existé. Donc là, il y avait une sélection qui était les 28 premiers qui postulaient. Alors par contre, ça veut dire à minuit 1, déjà à minuit 10, il y a déjà quasiment tout le monde qui a... Mais là, le type de sélection risque de changer, donc, parce que ça pose quand même pas mal de problèmes. Après, il y a Panazol et Ugine qui sont aussi sur les fins d'année. Voilà. Panazol est réservé aux jeux non édités, aux auteurs qui n'ont pas déjà des jeux édités. Ah, c'est pas aux jeux non édités, c'est aux auteurs qui n'ont jamais eu de jeu édité. Ah, c'est bien pour rentrer. Puis après, évidemment, il y a le concours de Boulogne, le CLJ, c'est un concours payant. C'est un concours payant. Et ça commence en février, vous avez des résultats en... Mais bon, je veux dire, il y a un passage de filtres, des groupes, vous passez dans une sélection de 30, puis 10. Alors, Partenay, c'est pas mal aussi au niveau des derniers résultats, des 2 dernières années. Je crois qu'il y a un bon ratio en fait entre ceux qui ont été sélectionnés dans les 4 par an. Et il y a eu une édition sur pas mal en fait de jeux pilotes. Mais 4 c'est dur quoi. Ouais. C'est arrivé dans les 4 derniers, je dis à Ludinor, pour te donner un exemple, en famille on est quoi, 45 produits 45 pour 15. Simplement 15 qu'on met sur les tables et après les gens vont encore faire une sélection. Après, déjà t'en fais 1 sur 3. Des jeux qui sont vraiment des jeux à concours, et d'autres qui sont plutôt pas forcément destinés au concours, mais c'est pas forcément ça qui vont pas être la qualité. C'est vrai que la recette, tu vois, un jeu d'ambiance, il faut courir dans la salle, tu peux faire jouer 10-12 personnes, etc. Les organisateurs, ils vont pas aimer. C'est basé sur un vote du public, tu vois, où tu vas faire tourner un max par rapport à un jeu qui fait 45 minutes à 4 joueurs sur table. Statistiquement, alors ici, Ludinor intègre ça. Dans sa formule, intègre le nombre de joueurs touchés, tu vois, pour que justement il y ait aussi une équité dans la formule, en se disant c'est pas parce que tu fais passer beaucoup de monde que le vote est un peu modéré, si je ne me trompe pas. Les durées des jeux. Le nombre de joueurs qui passent à la formule est modéré par le nombre de joueurs. Par la durée de la partie. Et un jeu un petit peu long, justement, qui durerait 1 heure ou 1 heure et demie, est-ce que ça se présente bien quand même
Là, il y a un concours expert, parce que là, je te parlais sélection famille, et on a eu 15 autres protos parmi stratégie. Oui, voilà, et là, c'est du gros jeu. Effectivement, tu reçois des jeux de 24 pages de règles. C'est généralement dans ce jury-là que je ne me mets pas. Parce que là, il faut être courageux. Et effectivement, les gars qui s'y collent, ils en bouffent, quoi. Ils en bouffent. Et puis, c'est des règles d'auteur, c'est des règles d'éditeur. C'est des règles les mecs, ils ont un gameplay, ils ont un univers. Parfois, par exemple, c'est pas présenté dans l'ordre le plus pratique. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la présentation, avec le phrasé plus clair, des vidéos ou même des règles. C'est quoi les culs? Moi qui ai fait le jury pendant 2 ans, certains auteurs qui nous envoient des règles qui sont. Pour eux, c'est certainement clair dans leur tête. Quand on les lit, c'est juste pas possible. Par contre, à l'inverse, on reçoit des règles où on peut la prendre, on l'imprime et on la met dans la. Il me semble que c'est Bruno Faiduti qui dit que quand on fait un proto, il faut très rapidement écrire la règle, parce que verbaliser la règle, ça permet de voir si elle est claire et si elle est explicable. Moi, j'aime pas faire ça, je trouve que c'est le meilleur moyen de faire des bêtises et des. Alors, ça, chacun sa ça. Ouais, chacun moi, sa en fait, nous, du coup, on essaie de faire notre jeu, on fait les réglages et tout. À la fin, on écrit la règle. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais vous arrivez à retenir. Quand vous travaillez sur un jeu, vous êtes tous les jours dessus. C'est assez light, du coup. Moi, je conseillerais un truc que j'ai découvert, mais ça marche peut-être pour moi. Il faut écrivez en anglais. Si t'es mauvais, parce que ouais, t'es mauvais, mais justement, tu te dis, oh là là, attends, tu simplifies tes phrases à mort, tu te rends compte que t'es incroyablement capable de signifier la même idée que si tu l'avais fait en français ou t'aurais mis un petit. Comme tu vas aller à la version la plus efficace que comme t'as pas de mots, etc. Et après, tu le retranscris en français. Tu vois, tu dis finalement, cette phrase-là, je peux la dire comme ça. Mais le grand test, moi je trouve, c'est de la faire lire par des gens qui n'ont pas été dans le processus de création de jeu. S'ils comprennent rien, c'est encore plus difficile à faire. Oui, c'est clair. Des liseurs, des lecteurs de règles. Si elles font 24 pages, on n'en trouvera pas, c'est sûr. Mais si elles font 2 pages, on va essayer de trouver des gens. Mais c'est vrai que la faire écrire par quelqu'un qui t'explique le jeu, ça peut aider aussi. Parce que lui, il a un fil sur un traducteur. Ah. Ouais, c'est ça. Ok. Et tu vois, on parlait de l'agent d'auteur tout à l'heure. L'agent d'auteur, il sert à tout ça aussi. C'est-à-dire, t'aimes pas écrire, ben, éventuellement, tu vois, il peut coacher un peu, machin. T'aimes pas présenter ton jeu, parce que t'as du mal à vendre ta création, bah, t'as aussi quelqu'un qui va faire ça. Il va cibler par éditeur parce qu'il connaît bien les lignes éditoriales. Il va aussi travailler l'export, etc. Donc voilà, il y a aussi cette solution-là, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est un peu. Mais il faut accepter de gagner un petit peu moins parce qu'il y a du travail qui est fait. Et il y en a qu'un, on va dire. T'as moins la relation avec l'éditeur directement. C'est vrai que savoir écrire une règle, ça fait vraiment partie du travail d'auteur. Et si vous ne les aimez pas, il faut trouver un système pour le faire. Avec quelqu'un qui aime bien écrire, ou alors prendre des modèles des autres jeux et puis se dire voilà, l'objectif de mon jeu, le matériel. Prenez des modèles existants au début, voilà, avant de. Après, peut-être pour tout ce qui est explication des mécaniques, passer sur d'autres formats, quelque chose de plus illustré, ou genre juste des schémas pour pouvoir déjà avoir vraiment toute la mécanique en tête et l'organisation, comment on peut organiser l'information pour pouvoir ensuite bien le retranscrire par écrit. Ah mais quand t'es pas, moi je suis pas infographiste, tu vois, et donc moi non plus, des super schémas, des machins, des belles images. Ah non mais juste un les outdoors avec la mise en place, le plateau de jeu, les flèches qui vont bien, mais c'est vrai que c'est pas facile à faire. Ah non, c'est sûr. Ah mais tiens, d'ailleurs avec les illustrations. Ceci dit, pour un éditeur, vu que la première étape c'est de dire la règle, une règle illustrée, puis qu'il n'a pas de matériel en main, qu'il n'a que la règle, ça peut aussi l'aider. Parce que là, du coup, il a un visuel du matériel, même si c'est des trucs bricolés sous Word, avec des cubes en bas Word, des plateaux carrés, tout parfait, par défaut de trucs. Ouais, je fonctionne beaucoup par photo. Je prends une photo de mon jeu, tu vois, puis après je rajoute des flèches sous Word, parce que je ne me sens pas de décider de foutre les cartes. Pour rendre le jeu plus joli, on peut utiliser sur le proto des illustrations qui sont copyrightées.
Ouais, enfin, sur tes protos, tu fais ce que tu veux. Parce que ça permet de montrer un peu son potentiel graphique. Mais on n'a pas toujours une illustratrice sous la main. Tu fais ce que tu veux. Limite. Bon, l'éditeur, il se dit pas, nous, lui, il a pris les images de mon pote. Non, franchement. Non, le proto, c'est que des Google Images, non? Ouais, c'est ce que je fais aussi. Donc, c'est vrai que j'ai fait aussi pas bien. Donc, c'est à titre presque privé. Les clipart marchent. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile de faire un proto qu'avant, en imprimant, plastifiant. En plus, si vous avez un pote qui fait des 3D, voilà, vous avez aussi des jeux. C'est un truc qu'on apprend beaucoup sur le tas quand même. Ouais. La première année, il faut y aller, et puis essayer de se dire tiens, là je me rends compte que j'ai pas bien su présenter mon truc ou machin, ou je me rends compte que quand je parle aux gens c'est pas clair. Il faut beaucoup de retours sur soi. Forcément arriver avec la conviction que ça y est, tout. T'accepter de lâcher un projet peut-être à un moment aussi. Bah, l'éditeur, tu seras obligé un peu. Tu seras obligé. Non, je veux dire, par exemple, moi j'ai 2 protos et un troisième est un peu avancé. Le premier, bon, par exemple, il a déjà essuyé plusieurs échecs. Peut-être qu'il faut accepter de lâcher, d'abandonner un projet. Un peu, tu veux dire. Ouais, peut-être, ouais. Mais peut-être qu'il va te dire celui-là, dans 3 ans, il y a une idée qui va découler du travail que tu as fait sur ça. Parce que rien ne se perd. Je fais plein de pièces, j'explique ça quand ce qui se passe dans ma tête, c'est que je fais plein de pièces de puzzle. Et puis après, du coup, une idée, en fait, c'est une pièce de puzzle, je la remets avec une autre image, la finale, c'est fin de la pièce. C'est beau, hein? C'est un petit peu de carte de Dix. C'est des petites pièces, c'est des puzzles enfants. C'est des grosses pièces. Et puis vraiment aller, alors, aujourd'hui en tant qu'auteur, moi je fais aussi une différence de la manière dont on va chercher des choses chez les gens pour présenter votre proto. Je dirais qu'il y a soit une étape de réglage où on peut être, dire que vous allez, il faut dire aux gens, voilà, je suis, mais il y a des trucs, il y a peut-être des choses que je vais découvrir, des bugs, je vais vous inventer une règle en faisant pour juste qu'on puisse finir. Parce que vous savez que des fois, vous pouvez manquer des cartes sur un paquet, vous n'avez pas prévu, etc. Donc là, il faut prévenir un peu avant, vous allez découvrir juste des problèmes de réglage. Mais quand vous pensez que c'est bien réglé, après il y a une deuxième étape, c'est une réponse affective. C'est-à-dire vous le présentez et juste qu'est-ce que vous en... Voilà, quel plaisir vous avez pris. Et accepter que les gens vous... Encore une fois, hein, tu vas le voir... Est-ce que tu en referais une? Tu vois, poser des questions, accepter de se dire tu prends pas de plaisir sur mon jeu, et puis après le travail c'est comment je donne du plaisir. Mais pas en termes de réglage, mais peut-être qu'est-ce qui a manqué. Et là c'est pas toujours évident d'entendre que mon jeu il génère rien, je ne ferai pas une, mais ça fait partie du taf. Donc il y a une partie vraiment au début débroussaillage, réglage, et après il y a une partie sensible. Et bon, alors là, après, l'ego de l'auteur, après, c'est là où il faut savoir. C'est pour ça que c'est sympa d'avoir plusieurs projets. Si y en a un qui ne sent pas bien, à un moment, du coup, tu reprends l'autre. Et ça, même en tant que joueur, c'est pas évident parce que, par exemple, quand on va sur les proto-familles et qu'on est sur un jeu qui dure 10 minutes et puis on nous dit, bah, mets une note. C'est pas facile dans le sens où on n'a pas vu le potentiel du jeu vraiment. Il faudrait faire 2 parties, 3 parties quoi. Et je sais pas comment ça se passe pour les éditeurs, j'imagine qu'ils prennent le temps de faire ça, mais là, comme vous dites, pour l'ego de l'auteur, des choses comme ça, savoir se remettre en question et tout, mais même quand j'essayais des jeux, j'avais même du mal à me situer. Je veux dire, le jeu il a l'air sympa et tout, mais il y a le plaisir de la découverte. Mais après, est-ce que sur le long terme, le jeu tient la route? J'en sais rien. Et il faut mettre une note. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est une question d'éditeur, beaucoup. Ce que tu dis là, c'est-à-dire, il y a le principe de découverte qui fait que les personnes éventuellement accepteront d'en faire une deuxième. Après, il y a la profondeur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que mon jeu,
même dans 5 ans, tu vois, j'aurai toujours plaisir à sortir la boîte parce que j'ai encore, il y a une courbe d'apprentissage, etc. Donc, ça peut être dans ton travail d'auteur, mais l'éditeur doit se dire, soit effectivement les gens vont acheter parce que sur la première partie, ils prennent un plaisir dingue. Mais si jamais il n'y a pas de profondeur, ben, tu vois, au bout d'un an, on va finir par se dire, voilà, il a buzzé, mais un mois, ouais, aujourd'hui, c'est vrai, c'est notre réalité. Un jeu qui vit vraiment aujourd'hui, il faut se battre. Il faut avoir une grosse machine derrière. C'est pas évident. Pourtant, c'est l'objectif de tout éditeur d'avoir, c'est ce que Mathieu nous disait tout à l'heure, on avec lui, c'est d'avoir une gagneuse, c'est-à-dire le jeu qui va se vendre pendant plusieurs années. Tout le monde en rêve un peu plus. Non, mais c'est vrai. Dixit, on en voit quelques-uns. Dixit, tu t'imagines, voilà, le premier jeu d'un éditeur et qu'aujourd'hui ils en sont à 1,5 million, je crois, tu vois, 5 ans. Dixit, c'est ce qui finance tous les autres projets, c'est ce qui leur permet de faire tous les autres projets sans le financer. Et ça, il y en a quoi, je ne sais même pas s'il y en a un par an. Peut-être qu'il y a eu le concept là, après. Et puis ça dépend pas que des qualités intrinsèques du jeu en plus. Parce que comme tu disais, un bon jeu peut se foirer, même commercialement, même s'il arrive jusqu'au bout de l'édition, bah, il se peut qu'il ne rencontre pas le public. Alors que c'est un très bon jeu, il serait sorti 2 ans après, ça serait passé, il serait sorti 2 ans avant, c'est passé, il arrive au mauvais moment, il marche pas commercialement, alors que pourtant. Nous on fait beaucoup de jeux comme ça, le public n'est pas prêt. C'est pas vrai, on ose, mais c'est que ça faut soit d'aller trop loin, faut sous-titrer, ça peut être BlackRock, un éditeur d'avenir. Sans avenir, c'est. Voilà, par là en tant qu'auteur. Non, par contre, en tout cas sur les rencontres, là je parle aussi peut-être pour Julien, mais c'est ce qu'on fait, les sélections de jeux proto, où il faut le voir au direct. En fait, s'il n'y a pas, aujourd'hui, si on a tellement de propositions dans le truc, s'il n'y a pas un premier truc, je me dis, ah ouais, il y a quelque chose, même si on en sait l'intellectualisation, on ne l'a pas encore faite forcément. On n'y a pas encore, tout n'est pas pensé dans nos cases, mais il faut ça en tout cas. Mais en tant qu'auteur aussi. Oui, bah, je donne ça en fait. Ah oui. C'est effectivement, ils appellent ça l'effet waouh. Ah tiens, il y a un effet waouh. C'est vrai que les jeux, quand on passe par une classe, j'ai pas fait beaucoup de jeux dans le week-end parce que évidemment c'est plus des rencontres, des discussions, etc. Tous les jeux en soi, ils sont bons. Il y a toujours une notion de plaisir, mais des fois il manque le petit truc en plus. Et quand on voit la tonne de jeux là, et c'est vrai que la création est en augmentation. Par rapport à il y a 2-3 ans, on voyait des jeux, on disait c'est pas possible, quoi. Faut arrêter là, il y en a où il ne faut pas créer, quoi. Voilà. Mais maintenant on se dit, même les prototypes, on se retrouve avec des trucs pro, on se dit ça pourrait sortir, quoi, ça pourrait. Mais le marché nous, on n'est pas un gros éditeur, on sort 2-3 jeux par an, on veut se cantonner à ça parce que il faut les pousser. Comme disait Thibaut, un jeu, si c'est pour faire un flop, c'est pas la peine. Donc si c'est pour en vendre 10 000 au départ et puis plus en vendre derrière, donc à un moment donné, on se retrouve là tout de suite avec, je sais pas, je dois avoir 20-30 prototypes. Si on voulait être bloqué jusqu'à 2025, on se bloqué jusqu'à 2025. Et on va trancher, puis on va en prendre 2-3, et puis c'est pas que les autres sont mauvais. C'est ça qu'on disait même dans le jury du Tinor cette année. Même l'année dernière, où on avait un certain nombre de jeux, puis il y avait vraiment des jeux où on se disait, enfin voilà, mal écrit, on voit bien que c'est. Cette année, moi j'ai trouvé 45 règles. Tout le monde, tout le jury s'est dit, il n'y a aucun jeu à la lecture où on s'est dit ça ne tourne pas. Quoi. Cette année c'était encore plus compliqué que l'année dernière parce que vraiment toutes les règles étaient super bien réglées, on sent que les jeux ils ont été testés, c'était bien. Et là on s'est dit bon bah maintenant effectivement qu'est-ce qui va les différencier voilà, une méca qui tourne bien, effet wajou, etc. Il faut le truc en plus. Faut le truc en plus. Et là, par contre, c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, il y avait plein de jeux qui tournent bien. Mais quel est celui qui générait l'effet waouh? Là, on a eu plus de mal à tomber d'accord. Et si vous avez le temps, l'occasion de faire les protos qui sont là, voilà, de voir
Pour moi, il y a plein de belles mécaniques. Après, est-ce qu'il y en a vraiment un qui se détache concrètement? C'est pour ça que la réponse sous le public, mais c'était compliqué à la lecture des règles de savoir si on avait un qui vraiment c'est la barre. Ouais. Bon, bah écoutez, comme on s'est dit tout à l'heure, on est sur les stands à droite à gauche. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.